Bonjour et bienvenue sur Aventure Humaine. Donc, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un épisode où, à chaque fois, je vous partage, ou en tout cas, j'invite une personne qui vient nous partager un sujet qu'elle a étudié au cours de sa vie, un sujet qu'elle emploie dans son travail éventuellement. Donc, on va voir ça aujourd'hui avec Rachel, qui va nous parler un petit peu donc de la communication non violente aujourd'hui, mais aussi peut-être de son activité en fin de vidéo. Donc, regardez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va faire une jolie boucle ensemble aujourd'hui. Euh, Au-delà de ça, si vous voulez soutenir Aventure Humaine, donc toutes les émissions qui ont lieu plusieurs fois par mois sur la chaîne, mais aussi vous voulez soutenir l'activité des personnes que j'invite, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo où vous retrouverez tous les liens qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Autrement, on est parti pour cette nouvelle interview avec Rachel donc sur la communication non violente. Rachel, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bienvenue sur la chaîne et tous les réseaux sur lesquels on va publier cette interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation aussi. Alors, me présenter, j'ai un parcours comment dire, j'ai commencé à faire des études de pharmacie parce que j'adorais les plantes. Herboristerie, ça aurait été top. Et puis, en fait, pendant mes études, j'ai découvert le monde de la spiritualité, développement personnel. Et de fil en aiguille, j'ai quitté la pharmacie et je me suis tournée vers l'aspect thérapie. Sur ce parcours-là, j'ai découvert la CNV il y a quelques années. Je crois que je me suis formée il y a 1 ou 2 ans. Et c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Parce que moi, il m'apporte de l'ancrage, en fait. En fait, le point de départ de la CNV, c'est de se dire qu'avant de communiquer, il faut être au clair avec soi à l'intérieur. Et en fait, d'ailleurs, le premier module, c'est ça. C'est principalement ce qu'on appelle l'auto-empathie. Où on vient écouter ce qu'il y a à l'intérieur pour clarifier les émotions, etc. Et donc déjà, rien que ça, je trouve ça hyper intéressant que avant de parler, on s'écoute. On Oui. s'écoute. Et ensuite, dans toute la communication non violente, il y a une grande place à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi d'abord, mais aussi à l'écoute de l'autre. Et ça fait partie des éléments importants de la CNV pour moi. Donc, la communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été inventé, je ne veux pas dire de bêtises, mais par Marshall B. Rosenberg, c'est ça? Yes. Ok. Donc, lui, c'est le fondateur. Et puis, pour les personnes qui voudraient aussi regarder un petit peu autour ce qui se fait en France, notamment, on a... tu vas pouvoir me rappeler c'est Thomas Danse. J'arrive jamais à dire son nom. Thomas, comment tu dis? Danse. Je sais pas, ouais, c'est un nom comme ça. Ouais, Je voilà. n'ai pas trop retenu, ouais. Mais de toute Voilà. façon, il y a un site internet français de la CNV qui recense toutes les formations en France. D'accord. Ouais, c'est bien fait. Quand on cherche des infos, c'est bien structuré. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que donc, du coup, ces interviews, elles servent aussi à donner des pistes ou des clés ou voilà, aux personnes qui regardent. Et effectivement, moi, d'un regard extérieur, je connaissais essentiellement cette personne, donc Thomas, dont je ne vais pas dire le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Euh, Mais c'est bien je ne savais pas que c'était un site français officiel, en fait, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve intéressant ton retour sur le fait que donc il y a ce site officiel CNV et puis cette autre personne dont je parle aussi souvent de communication consciente et non pas forcément de communication non violente. Donc il y a eu une adaptation et je trouve que ça résume très bien ce que tu viens de partager sur cette idée d'écoute intérieure en premier lieu qui donne une forme d'assise
au lieu de partir n'importe comment dans ses émotions et de voilà. Ouais. Et le fait que c'est pas parce qu'on s'écoute soi que c'est quelque chose qui est auto-centré ou que c'est quelque chose de bizarre ou de perché, parce que on pourrait avoir aussi ce retour parfois, les personnes qui disent oui, mais moi s'il faut que j'apprenne à parler comme ça, c'est long, c'est voilà, personne parle comme ça dans la vie courante. Ça, c'est des retours qu'on peut entendre, enfin, en tout cas que moi j'ai déjà entendu. Or, en fait, il y a cet aspect de finalement donc écoute de soi, écoute de l'autre, empathie, c'est vraiment des qualités du cœur. Complètement. Et la question des conflits aussi, il me semble, est vachement intéressante et assez centrale aussi dans cette méthode. Je ne sais pas comment toi tu l'as expérimenté. Du coup, peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus de quels sont les sujets que tu as pu explorer quand tu t'es formée à la CNV et ce que ça t'a appris, hormis ce que tu viens déjà de nous partager, parce que finalement, savoir communiquer de façon claire, juste, en étant centré, en respectant l'autre et tout, c'est quand même, ça demande beaucoup de maîtrise au final. Ouais, c'est un gros challenge. Et je voulais rebondir sur le enfin, communication non violente, où effectivement, on peut se poser la question, mais pourquoi mettre le mot violente dedans, quoi? Si c'est pas violent, pourquoi on le met? Et en fait, si je dis pas de bêtises, c'était une volonté de Martin Rosenberg de mettre ce mot pour ne pas tomber dans le mode trop bisounours et se voiler la face quand on a des parts violentes en nous, en fait. Et en fait, en CNV, on parle de la girafe et du chacal. Le chacal, qui est cette part de violence qu'on peut avoir à l'intérieur, qui va être dans l'agressivité, dans le reproche, dans les jugements. Et on va avoir la girafe qui, avec son long cou, prend du recul sur la situation et ne se laisse pas emporter par les jugements du chacal. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, où dans les formations, on donne la parole aux deux. On donne la parole au chacal et à la girafe. Et d'ailleurs, le chacal, il peut se tourner vers soi. Donc, ça va être de la culpabilité, ça va être des reproches qu'on se fait à soi-même, de se dévaloriser, etc. Ou le chacal, il peut être tourné vers l'extérieur. Et donc là, ça va être d'engueuler les gens, de les traiter de tous les noms. Voilà. De vomir ses émotions, tous ces trucs. Exactement. Et donc, on donne la parole à tout le monde, voilà, aussi bien au chacal qu'à la girafe. Et je trouve ça chouette de ne pas mettre le couvercle et de ne pas pouvoir effacer ça, alors que c'est là, quoi, de renier cette part. Bah oui, parce que... Oui, vas-y, pardon. Ouais, et de justement le fait de l'écouter. Après, l'idée, c'est d'aller traduire, en quelque sorte, avec les sentiments et les besoins. Ça, c'est des éléments hyper importants en CNV. Parmi les choses à observer, je crois ils appellent ça la grammaire du langage, où il y a les faits. Donc, un fait ne peut pas être contesté, c'est une réalité. Donc, par exemple, je regarde l'heure, il est midi, il est midi, quoi. Voilà. Il y a les sentiments, donc les émotions, ce qu'on ressent. Ensuite, il y a les jugements, les interprétations. Donc ça, par exemple, dire que quelqu'un est grand, c'est pas un fait parce que c'est relatif. Donc on va dire, il mesure 1,90 m. Il y a des gens qui vont considérer que c'est grand, d'autres pas grand. Enfin, voilà. Donc un jugement, c'est l'interprétation qu'on fait des choses. Ouais, c'est important de le préciser de cette manière-là, quoi.
Bien dire, ça permet de développer son discernement entre les faits et justement cette interprétation. Ça fait partie des exercices. On nous décrit quelque chose et il faut faire la différence entre les faits, ce qui est incontestable, et les jugements, ce qu'on interprète des choses. Et il y a également les besoins. Donc un besoin, c'est quelque chose d'universel et qui dépend de nous, en fait. Qui dépend de soi, qui ne dépend pas de l'autre. Dire j'ai besoin que tu me prépares mon petit déjeuner, c'est un faux besoin, quoi. Le besoin sous-jacent, ça pourrait être plutôt j'ai besoin d'attention, par exemple. Voilà. Et le dernier élément. Ouais, vas-y. Tu sais qu'en fait, c'est riche, donc par truc, on pourrait dire plein de choses. Ouais, on pourrait. Là, je donne les 5 éléments oui, si je me souviens bien, c'est ce qu'ils appellent la grammaire du langage. Donc, et le dernier élément, donc des 5, c'est la demande. C'est faire une demande à soi ou à l'autre, d'ailleurs. Là aussi. Et en fait, en théorie, en CNV, quand on écoute quelqu'un parler, chaque élément de ce qu'on exprime correspond à une des 5 cases que je viens de décrire. Donc, si je récap, il y a l'observation, enfin les faits, quoi, ce qu'on observe, les jugements, interprétations, les sentiments, les besoins et la demande. Et en fait, le premier exercice qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, c'est juste observer quand moi je m'exprime ou quand quelqu'un s'exprime en face de moi, à quelle case ça correspond. Et quand un chacal s'exprime, essayer de regarder quel est le besoin derrière, par exemple. Et d'avoir cette posture, ça aide à ne pas prendre personnellement les agressions extérieures. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai pu expérimenter. Et du coup, de réussir à avoir un regard un peu plus empathique sur la personne, quoi. Ça, c'est important de le nommer parce qu'on pourrait se dire, le chacal, c'est vraiment quelqu'un d'inconscient, d'irresponsable. Donc là, ce serait à nouveau des jugements qu'on pourrait porter sur la personne. En même temps, c'est vrai que ce comportement, il peut être reçu comme une forme de violence, mais sous la violence, on retrouve toujours une forme de souffrance. Exactement. Donc, après, on est en capacité ou pas d'accueillir ça. On peut être girafe ou on peut pas trop, mais ouais. Ça nous donne une compréhension élargie. Et moi, je trouve que, alors je pratique très peu, ou alors peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, mais je me suis intéressée un peu au sujet et je trouve, en tout cas de mon point de vue, que c'était ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est de me rappeler que quand l'autre parle à partir de cet endroit-là, c'est certainement qu'il a une souffrance qu'il a du mal lui-même à reconnaître, à gérer tout simplement, enfin, à transformer, ou etc. Et que en fait, c'est ce qui fait qu'il s'exprime de cette manière. Donc, je trouve que cet axe de rappeler, ça permet aussi de se désolidariser de juste la violence qui a l'air d'être au milieu des 2 personnes, des 3 personnes, du groupe, etc. Et de réapprendre à considérer que c'est simplement l'expression c'est une forme de maladresse, en fait. Pas forcément, voilà, les personnes ne cherchent pas forcément à être gratuitement violentes, etc. C'est simplement qu'elles sont elles-mêmes un peu désemparées intérieurement. Et donc, cette question de conscience de soi, elle est vachement intéressante. Je trouve que du coup, si on a des outils pour pouvoir développer ça, c'est top, quoi. On a vite fait de s'emballer, même en ayant fait du développement personnel ou tout ce qu'on veut. Quand on reçoit quelque chose qui nous fait souffrir, c'est facile de réagir, en fait. Savoir prendre du recul et observer avec un long coup de girafe la situation, quoi. Et c'est important aussi, je pense. Moi, ce qui m'interpelle, et peut-être tu auras une réponse par rapport à ça, c'est la capacité à avoir du recul sur les choses, tout en sachant vivre pleinement aussi la situation, parce que on est quand même ici et maintenant, et donc on a aussi toutes les émotions que nous, on traverse. Comment finalement associer à la fois ce recul nécessaire et
le fait aussi de ne pas chercher à s'extraire un petit peu du vécu parce que voilà, c'est violent, ça peut être violent, Ouais. mais en fait, c'est intense émotionnellement. Donc comment aussi je n'utilise pas ce truc-là un petit peu pour pas trop vivre les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je voulais dire la violence. J'avais bien aimé cette phrase de mon formateur que la violence en fait naît de la confusion. Et finalement, voilà, ouais, c'est quand il y a une confusion qu'il y a de la violence. Et donc la violence appelle, enfin, c'est l'expression d'un besoin de clarifier les choses en fait. Donc ça peut être clarifier des émotions et clarifier des besoins. Souvent, c'est ça en fait. Parce que finalement, en CNV, on considère qu'une émotion, elle est le fruit d'un besoin, en fait. Alors, je vais développer un peu. Quand il y a un événement qui se produit, en fait, on a vite fait de considérer que, voilà, je suis contente parce qu'il s'est passé un truc chouette. Ou je suis triste parce qu'il s'est passé un truc triste. Et donc là, c'est dire que l'événement est la cause de mon émotion. Et en CNV, on considère que ça, c'est faux. On considère que une émotion, elle naît d'un besoin qui est rempli ou pas. Et en fait, avoir ce regard-là, moi, en tout cas, ça force à prendre sa responsabilité, prendre la responsabilité de nourrir ses besoins et d'arrêter d'attendre que ce soit l'extérieur qui les nourrisse. Et donc, pour revenir à ta remarque, du coup, il y a ce côté d'être capable en direct live de voir, d'être déjà au clair avec les émotions qu'on ressent. C'est pas toujours si facile que ça. Et une fois qu'on est clair avec ses émotions, de se demander, OK, quel besoin il y a derrière, quoi. Et en arrivant idéalement à, à avoir ce regard-là, et ben en fait, on sait que ça dépend que de nous et pas de l'autre. Et du coup, le chacal, il se calme tout de suite, quoi. Enfin, on passe plus facilement en mode girafe en ayant ce regard-là. Mais cela dit, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours l'énergie pour. Et c'est aussi se respecter que de reconnaître que aujourd'hui, j'ai pas l'énergie d'être une girafe. et en fonction de comment on est sur le moment, on va pas gérer la situation de la même manière. Effectivement, parfois, on va avoir besoin de s'extraire. Parfois, on va avoir besoin d'exprimer le chacal. Parfois, on va réussir à prendre sur soi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression de vouloir faire tout parfait, mode CNV tout le temps. Parce qu'après, c'est pas du tout naturel et ça peut, entre guillemets, salir l'image de la CNV dans le sens où de mal l'utiliser, ça peut donner une image de... Enfin, ça peut être très maladroit, quoi, si c'est mal fait, entre guillemets. Ça peut être maladroit parce que la chose la plus importante, en tout cas, moi, mon formateur, il avait bien insisté là-dessus, c'est quelle intention j'ai quand je m'exprime avec quelqu'un. C'est quoi mon intention? Est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que je veux défendre mon territoire? Ou est-ce que je veux communiquer au sens noble du terme, quoi. Oui, c'est Ça Thomas aussi. Dassembourg qui dit choisir d'être en lien ou d'avoir raison. À un moment, il faut faire un choix. Ouais. Et on peut très bien appliquer les phrases toutes faites de la CNV avec une intention qui n'est pas en phase avec l'esprit. Et là, c'est maladroit. Et là, effectivement, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent oui, la CNV, c'est pas.
Oui, de ce point de vue-là, c'est un petit peu malsain, en fait. C'est comment est-ce que j'utilise un outil qui paraît conscient et responsable pour manipuler avec pseudo-bienveillance. Ouais, c'est un piège qui existe, ouais, qu'il faut. Ouais, bon, après, personne n'est parfait. Mais Je trouve qu'effectivement, c'est bien que tu rappelles la question de ne pas se mettre la pression, parce que ce serait la meilleure façon de ne rien apprendre, en fait, au final, et juste de continuer à se flageller avec une autre méthode, comme on retrouve ça un petit peu partout. C'est pour ça que c'est bien si vous avez la possibilité de participer à des groupes de CNV, où là, c'est dans un cadre, un groupe de pratique. Parce qu'il y a les formations, mais il y a aussi, moi, je fais partie d'un groupe de pratique. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un cadre où on peut s'entraîner et où c'est normal que ce ne soit pas naturel parce qu'on apprend. Et que c'est le jeu, enfin voilà, c'est le cadre qui fait qu'on peut, quoi. Oui, après, l'idée, c'est pas de se mettre à parler à son mari, ses enfants, en mode hyper, voilà, hyper cadré, comme ce qu'on se dit. Ouais, je trouve ça intéressant aussi de nommer ça, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui me disaient, bah voilà, on a des problèmes de couple, et donc on s'est mis à la CNV. Et en fait, ça devenait quelque chose de très commun finalement. Ça nous aide aussi à masquer les problèmes, dans le sens où il y avait quelque chose qui était appliqué comme un cadre, mais qui finalement n'était pas du tout naturel. Et qui c'est marrant en fait parfois de vouloir mettre un outil de communication par-dessus une non-communication authentique quelque part, quoi. Donc c'est vrai que ce sujet de communication, il est, en fait, on se rend pas compte, hein, mais c'est hyper beaucoup plus subtil que ce qu'on croit. La communication, c'est pas juste des mots qui sortent de notre bouche. On a effectivement toutes les intentions dont tu as parlé, et qui en plus ne sont pas toujours conscientes. Donc c'est un sacré challenge. Après, peut-être que, est-ce que dans la CNV, vous apprenez, ou en tout cas, est-ce que dans les formations à la CNV ou les groupes de pratique, je crois comprendre que oui, est-ce que justement, il y a cet apprentissage d'être attentif à ses intentions, puisque tu disais que ton formateur en parlait souvent. Est-ce que tu as un outil à partager pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour savoir comment est-ce que je me mets au clair avec mes intentions dans ma communication? Bah, là, la première chose qui me vient à ta question, c'est de ralentir, en fait. Juste, juste ralentir pour se donner ce temps d'écoute à soi. Et, et quand on parle, dans le cas où on est à deux, tu donnais l'exemple du couple, en fait, quand il y a il y a deux choses. Il y a la personne qui s'exprime, qu'elle se sente en sécurité pour s'exprimer avec authenticité. Et donc, ça lui demande, elle, d'être authentique avec elle-même, de prendre ce temps d'écoute, peut-être en parlant à voix haute, d'écouter, d'observer dans son corps si ça sonne juste ou s'il y a besoin de nuancer ou de chercher le mot juste. Et puis, il y a la qualité d'écoute en face. Et en fait, les deux vont de pair. Quand il y a une qualité d'écoute, ça favorise la qualité d'expression, en fait. Et vice-versa. Les deux, les deux s'alimentent. Et ça, c'est quelque chose qui s'exerce et qu'on pratique, oui, aussi bien dans les modules de formation qu'en groupe de pratique. Et c'est assez chouette de voir, d'être témoin et d'être acteur de cette qualité d'écoute et d'expression qui, en pratiquant, grandit. Et c'est même touchant parce que de voir la sincérité, de voir chacun s'autoriser à se montrer tel qu'il est, à poser, moi, quand tu dis ça, je me sens, je sais pas, je me sens en joie, ou je me sens touchée, ou je me sens, voilà. Juste de s'autoriser à verbaliser ce qu'on ressent et qu'en face, ce soit écouté et ce soit entendu. Et
Et il n'y a pas de on se coupe la parole, ça c'est quand quelqu'un parle, on l'écoute et on attend qu'elle nous donne la parole pour parler. Et ça, mine de rien, c'est rare dans le quotidien d'avoir ces conditions-là de dialogue, quoi. Ouais, et je trouve que c'est intéressant que tu dises, tu fasses bien la différence parce que ça, c'est quelque chose qui me paraît pas être toujours très clair aussi pour les personnes qui sont pas familiarisées avec la communication consciente ou non violente, peu importe comment on l'appelle. C'est la différence entre écouter et entendre. Voilà, donc on peut écouter, il peut y avoir des sons qui passent vers nos oreilles, mais entendre, pour moi, il y a quand même une question d'être vraiment présent et attentif à l'autre, et aussi d'accepter de recevoir ce qui est dit. Moi, ce serait ma façon de définir ce qu'on appelle entendre, mais ça me paraît être des clés en fait essentielles dans cette communication-là, ou en fait dans notre communication au quotidien, quoi. L'écoute de soi, c'est aussi une écoute profonde, et écouter l'autre, c'est cette même écoute profonde, mais de l'autre. Ouais, en essayant sans se laisser embarquer par des préjugés ou d'anticiper des choses, en fait. Ça aussi, moi, la première, des fois, je me vois anticiper la suite du discours ou me faire des films, en fait, en interprétant. C'est vrai qu'on parle des jugements. Un jugement, c'est pas forcément négatif. Ça peut être dans les deux sens, en fait, mais c'est une interprétation et en fin de compte, c'est une déformation de ce que l'autre est. Et effectivement, ne pas se laisser embarquer dans ce truc où notre mental, il se fait des films et puis il dit « Ah oui, je sais », puis il devine à l'avance et que c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, dans les outils, il y a l'outil de reformulation, ou reformuler ce que la personne a dit pour s'assurer qu'on a bien compris. Et ça a l'air, c'est simple, mais mine de rien, ça demande d'être attentif vraiment à ce que l'autre dit. Ça oblige à une écoute, voilà. Et d'essayer de percevoir derrière le discours de l'autre les sentiments et les besoins qu'il y a en dessous. Ça offre aussi, je trouve, une attention, une qualité d'attention qui est différente que juste rester sur les faits. Ouais. Oui, que le factuel, c'est une approche beaucoup plus mentale, on va dire, quoi, qui est un petit peu dénuée d'émotion. L'idée, c'est aussi, je pense, dans cette question de discernement, c'est aussi de pouvoir, tiens, ça m'est arrivé hier, je faisais un post, j'ai écrit un truc sur Facebook et une personne après venue me dire oui, tu as écrit ça, c'est sur moi, je le sais, alors pas du tout. Et donc ça, c'était vraiment un bon exemple en fait de comment est-ce qu'on peut se poser 5 minutes quand on réagit et essayer de regarder les faits et avoir le discernement de se dire ok, là je suis en train de mélanger les faits avec toutes mes émotions qui me remontent au cerveau et qui font des projections dans tous les sens. Donc ça, je trouve que c'est un super outil de se dire, OK, c'est quoi les faits, et ensuite de venir à l'écoute des émotions, tout ce que tu nous as expliqué. Mais c'est vrai que c'est important de descendre les étages, parce que si on en reste… bien sûr que c'est progressif, hein, je suppose, cet apprentissage-là. Mais j'avais bien aimé, moi, un dessin que j'ai vu sur la communication non violente, où il y avait une girafe, justement, et… donc elle disait ok, je regarde les faits pour ce qu'ils sont. Ensuite, elle descendait dans son cœur, qu'est-ce que je ressens. Ensuite, elle venait au niveau de son ventre, quels sont mes besoins. Et au niveau de ses sabots, c'est quelle est l'action que j'ai envie de mettre en place, quoi. Et je trouvais que alors ça paraît très enfantin comme ça, mais bon, moi j'ai quand même un peu l'impression que niveau émotionnel, on n'est pas super adulte, donc je trouvais que, en tout cas, c'est ce que moi personnellement j'observe aussi chez moi, hein, je dis pas ça pour critiquer, mais je pense que comme on n'a aucune éducation finalement, même à l'école, peut-être moins maintenant, peut-être que maintenant c'est plus présent, mais en tout cas, ma génération n'a pas eu d'éducation particulière à apprendre comment fonctionnent nos émotions, à nous relier à nos émotions, à nous écouter, à apprendre à être calme et attentif comme une grenouille, comme c'est le livre qui est sorti il y a pas longtemps.
Et donc, finalement, on se retrouve à être des adultes qui doivent réapprendre les bases de notre fonctionnement émotionnel, sachant que c'est un peu essentiel, les émotions dans la vie. Voilà, on se retrouve à parler de dessin de girafe à 37 ans, mais je trouve que c'est important aussi de se dire, bah, OK, il n'y a pas d'âge pour apprendre à savoir comment est-ce qu'on fonctionne et à prendre soin de soi et à accueillir ses émotions et à apprendre à écouter. Ouais, complètement. D'autant plus que c'est vivant et que ça évolue au cours du temps. Donc, c'est un apprentissage permanent. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, socialement, je pense que c'est hyper intéressant. Je ne sais pas s'il y a des applications dans les écoles. Est-ce que toi, tu as connaissance de CNV en entreprise, CNV, tu vois, un petit Bah, ouais, il y a un peu des filières, entre guillemets. En fait, sur le site dont je parlais tout à l'heure, qui recense les formations, il y a effectivement il y a les 3 modules de base. 1, 2, 3. Et après, il y a des spécialisations dans des domaines. Donc, effectivement, dans le milieu de l'éducation, en entreprise, et puis dans tout ce qui est aussi coaching, accompagnement. Et il y a même, alors là, je ne pourrais pas donner beaucoup de détails, mais je sais que dans le milieu de la justice aussi, il y a des choses qui ont été faites, qui sont développées un peu pour... je crois que c'était au Brésil, mon formateur m'avait parlé au Brésil de quelqu'un qui avait créé des sortes de cercles avec, avec des rencontres entre des accusés et puis des victimes, quoi. Et donc, ouais, c'est... il y a de quoi faire et apparemment, ça donnait des bons résultats. J'ai plus du tout les noms des références, mais voilà, je sais qu'il y a il y a cette démarche-là aussi qui existe. Oui, donc du coup, je trouvais ça intéressant de le préciser pour les différentes personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui pourraient se dire, ah bah tiens, ça me parle pas mal ce truc, personnellement, mais peut-être aussi professionnellement. Et voilà, je pense. C'est de toute façon la communication, on en a partout, donc c'est vraiment ouais. Je me souviens, moi, quand j'ai fait ma formation, il y avait aussi une médiatrice qui était venue pour compléter, voilà. Médiatrice qui avait déjà des années d'expérience, mais qui venait venir chercher des outils avec la CNV et qui c'était hyper intéressant parce qu'elle nous témoignait de elle, des situations qu'elle avait vécues et que ça lui donnait vraiment des clés pour... Ouais, donc même quand on pratique depuis des années certaines situations, justement, on est dans la gestion des conflits, bah, finalement, la CNV peut quand même nous apprendre des choses, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Super. Et du coup, justement, par rapport à ça, pour faire le lien, est-ce que toi, tu l'utilises aujourd'hui dans ton activité? Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu. Donc, tu as une activité d'accompagnement là qui a débuté depuis un certain temps maintenant, qui s'appelle Aromnia, c'est ça? C'est le nom de ton entreprise? Oui, Aromnia, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et surtout, on parlera de ce que tu proposes en fin de vidéo, mais est-ce que tu fais le lien, en tout cas, est-ce que tu as observé des bénéfices? Tu nous as parlé des bénéfices personnels que toi, tu avais vécu avec cette CNV, des bénéfices au niveau plutôt global, au niveau de la société, on va dire. Est-ce que du coup, tu as aussi eu l'opportunité de l'appliquer dans ton pro et quels sont selon toi les bénéfices de ça dans ton domaine d'activité? Bah, clairement, en fait, ça m'a aidé à avoir une posture plus thérapeutique, en fait. Enfin, ouais, je trouve avoir une meilleure posture vis-à-vis des personnes que j'accompagne. Ça m'a aidé à améliorer ma qualité d'écoute. Et oui, ce côté de faire moins l'éponge aussi. De faire la part des choses, voilà, entre moi et l'autre, et de faire de mon mieux pour être centrée sur toujours les sentiments et les besoins de la personne, et de ne pas hésiter à reformuler
parce que comme je le disais tout à l'heure, je pouvais me faire des films et puis voilà, et demander à la personne est-ce que de clarifier ses propos en fait. Parce que quand quelqu'un dit je vais pas bien, c'est vague. Ça a besoin d'être clarifié et en fait, c'est hyper aidant pour l'autre parce que du coup, c'est comme si on l'accompagne à aller explorer à l'intérieur d'elle-même. Mais, et en autonomie parce que en général, je me contente de poser des questions, quoi. Juste poser la question et c'est la personne qui va regarder en elle. Voilà. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. C'est beaucoup ce qu'on fait aussi en coaching finalement. Aider la personne à clarifier, reformuler, etc. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont pour moi relativement assez fondamentales, on va dire, dans l'accompagnement. Parce que bien sûr qu'il y a des choses parfois qu'on. Après, ça dépend quel type d'accompagnement on pratique. Toi, tu es plutôt sur un accompagnement, donc développement personnel, comment tu dirais? Moi, à la base, je suis formée aux soins énergétiques. Donc, je pratique des soins énergétiques et massage aussi, massage intuitif. Et en fait, j'utilise principalement la méthode ENELF, ENELPH. Et en fait, le soin de base ENELF, c'est un massage et un soin énergétique, c'est un 2 en 1. Donc, et j'aime bien cette approche corporelle aussi. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Et le 2 en 1 massage et soins énergétiques, voilà, ça donne de la profondeur, je trouve, aux soins. Et comme voilà, à titre personnel, voilà, je travaille sur moi. C'est mieux quand on est thérapeute. Ouais, plutôt Donc, conseillé. ouais, c'est mieux. Et donc, c'est vrai que je m'ouvre à faire de l'accompagnement et notamment avec la CNV qui m'a donné des clés pour avoir une posture plutôt juste et bénéfique. Donc voilà. Et puis, ouais, je réponds à la question. Oui, j'étais partie dans tout ce que tu me racontais, du coup j'ai perdu le fil de ce que je t'avais demandé. Je faire aussi. Tu viens de répondre sur la question à la base, c'était quels sont les bénéfices que tu constates dans ta pratique et d'amener la CNV, mais tu as répondu sur la question de la posture et de pouvoir vraiment être à l'écoute et de sortir aussi des projections qui pourraient être faites sur l'autre, sur la situation, le contexte, etc., etc. Exactement. C'est hyper important en fait. Moi, je trouve que la posture thérapeutique, c'est un sujet tellement, tu vois, qui ramène tellement de centrage et qui est tellement essentiel et qui fait tellement travailler aussi. Que je pense qu'en fait, dans toutes les formations d'accompagnants, ça devrait être, bon, ça c'est mon côté un peu tyrannique, ça devrait être obligatoire. Je veux pas forcer tout le monde, mais je trouve ça vachement intéressant et super pertinent, à la fois pour l'accompagnant et l'accompagné. Ouais, ça me paraît assez essentiel. Du coup, je suis contente de savoir que la CNV est un outil qui peut nous permettre de toucher ça et de l'approfondir et de l'améliorer. Je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment bon, peut-être, je connais pas, voilà, j'ai pas regardé toutes les vidéos YouTube qui existent, mais je trouve que ce sujet de la posture, justement, il est souvent mis en retrait par rapport à la pratique en tant qu'accompagnant, parce que bien sûr, on a la passion pour son cœur de métier. A priori, on aime plutôt l'humain, donc on va se concentrer beaucoup là-dessus et peut-être moins sur les aspects, voilà, structuration, posture, etc. Alors qu'au final, c'est aussi ce qui nous permet de polir un petit peu notre petit diamant de pratique là. Et c'est vachement important. Oui, c'est vrai que la plupart des formations en soins énergétiques, on apprend la méthode, la technique du soin, mais ce qu'il y a autour, c'est rarement abordé, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, la CNV m'a permis de compléter de ce point de vue-là. Ouais, puis en plus, pour moi, c'est aussi un outil de soin.
dans le sens où, parce que bon, essentiellement, peu importe c'est vrai que quand on commence, on applique beaucoup de protocoles parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais après, quand on commence à se familiariser avec son domaine, avec son naturel, etc., on a le champ un petit peu plus libre et je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie là-dessus et puis à un moment, l'idée, elle a fait oui. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu me disais quoi? J'ai eu un gros bug. Que la plupart des formations en soins énergétiques, c'était focus sur la technique. Oui, et pas tout le relationnel, en fait, toute la posture et le savoir-être. Ouais. C'est ça, le savoir-être. Et du coup, dans la CNV, je trouve qu'on a à la fois l'outil de soin, parce qu'on est dans cet échange de cœur à cœur, finalement. Pour moi, personnellement, j'ai étudié beaucoup de choses et tout, mais ce que j'observe dans le sens où je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup expérimenté pas mal de choses, mais ce que j'observe, c'est que finalement, la guérison entre êtres humains, elle passe essentiellement par cette capacité à communiquer, en fait, quoi. Et que tout le monde est un petit peu naturellement guérisseur pour l'autre, à condition de développer ces qualités-là. Donc, je trouve intéressant que la CNV, dans ce que j'en vois, hein, je n'ai pas testé suffisamment pour dire, mais c'est à la fois pour moi un outil de soin, du fait de cette écoute, cette empathie, etc., pour soi et pour l'autre, comme dans toutes les logiques où on accompagne, et un outil de travail sur sa posture. Donc, je trouve ça très riche, en fait. Quelque chose qui, souvent, est relativement galvaudé, en tout cas, peut-être parce que, justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas toujours appliqué de la bonne manière, pour les bonnes intentions, ou beaucoup d'amalgames qui peuvent se faire. Mais ouais, je trouve ça hyper riche, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi que la qualité de présence, en fait, rien que ça peut être en soi thérapeutique. Et effectivement, c'est... Eh ben, écoute, je trouve qu'on a fait un peu, je pense, dit ce qui était important, ce qui me paraissait à moi important. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose qui, toi, te paraît important sur justement la CNV. Est-ce tu aurais aimé compléter sur ce sujet-là? Et puis après, on pourra parler un petit peu plus de ce que tu proposes prochainement. Ouais, un truc que j'ai trouvé chouette aussi dans la CNV, c'est pour revenir sur les besoins, sentiments. Il faut faire, en fait, on apprend à faire la différence entre la stratégie et le besoin. Par exemple, quelqu'un va adorer, je sais pas, faire de la danse. Faire de la danse, c'est une stratégie qui va nourrir un besoin. Et il y a une personne va peut-être faire de la danse pour nourrir son besoin d'expression corporelle. Quelqu'un, ça va être pour nourrir son besoin de créativité, son besoin de féminité, d'exprimer sa féminité, etc., etc. Et en fait, souvent, parfois, un conflit peut naître du fait qu'on n'ait pas la même stratégie alors qu'on a le même besoin. Je donne un exemple. Est-ce que tu peux préciser? Par exemple, deux personnes peuvent se disputer parce qu'il y en a une, je ne sais pas, il y en a une qui veut aller au cinéma et l'autre qui veut aller se promener dans la forêt, par exemple. J'ai compris, mais je te laisse dérouler. Donc là, c'est deux stratégies différentes. Et ça peut être intéressant de regarder, ok, toi, tu vas aller au cinéma, quel besoin tu veux nourrir en allant au cinéma? Toi, tu vas aller te promener dans la forêt, quel besoin tu veux nourrir en allant te promener dans la forêt? Et je repense, tu parlais de couple tout à l'heure. Ça peut être intéressant, par exemple, dans un couple, de voir qu'il y a quelqu'un qui insiste pour aller au cinéma et l'autre qui est fatigué, machin. Et en fait, si la personne veut aller au cinéma pour nourrir son besoin de créer du lien dans le couple, de passer un moment ensemble, et ben tout de suite, ça prend pas le même visage. Et l'autre peut voir la proposition d'un autre œil, de dire, ah ben en fait,
ok, il me propose d'aller au cinéma parce qu'il veut qu'on passe du temps ensemble. Et en fait, moi, quand je lui dis non, je veux pas aller au cinéma, et ben, il est frustré parce que lui, il entend non à son besoin, en fait, et pas non au cinéma. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. Si. Ouais. Si, c'est important de le préciser, d'avoir cette en fait, c'est toujours une question de subtilité. Ouais. Et effectivement, si tu n'es pas à l'écoute et que tu es dans tes émotions et dans tes besoins, attentes, c'est surtout la question des attentes, en fait. C'est clair que ça crée de la confusion. Donc, on va reboucler, parce que tu as dit tout à l'heure que la confusion était la base du conflit. Donc, c'est intéressant. Ça me fait penser à ce que j'ai vu sur la CNV qui disait que c'était la culture de la collaboration, je crois, quelque chose comme ça. C'était cultiver la collaboration plutôt que justement le conflit. Mais j'ai l'impression de ressentir cette question de collaboration en fait dans ce que tu partages, parce que en fait, le fait de dire j'ai envie d'aller au cinéma, mais si on ne précise pas parce que ça me ferait plaisir de passer du temps avec toi et que moi j'aime le cinéma, je dis n'importe quoi, mais j'aime le cinéma et j'aimerais partager ma passion avec toi parce que je t'aime. C'est sûr que c'est pas la même chose que mais tu m'avais dit que ouais, c'est ça, exactement. Et ce pas-là, il est peut-être, je pense qu'on suivant comment on a été éduqué aussi, tu vois. Est-ce qu'on nous a appris à dire ce qu'on ressentit? Est-ce qu'on s'autorise à le faire? Quel rapport on a à l'intimité, à la capacité à dire à l'autre qu'on l'aime, à être transparent aussi avec tout ce qu'on peut ressentir? C'est pas toujours évident. Mais c'est cool de savoir qu'il y a des outils pour justement aussi gagner du vocabulaire dans la façon de pouvoir exprimer les choses. Parce qu'il y a des personnes qui ont un monde intérieur hyper riche, mais qui butent parfois sur le fait de justement pas avoir un vocabulaire suffisamment enrichi pour pouvoir exprimer tout ce qui se passe là-dedans. Et puis après, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements non plus. Ça me renvoie aussi sur un complément qu'on pourrait partager, puisque tu parles du couple, mais c'est valable, je pense, dans beaucoup d'autres relations. C'est la question des langages de l'amour et qu'on n'a pas tous le même langage pour exprimer notre affection à quelqu'un. Quand je parle de langage, je ne veux pas forcément parler de paroles, mais tu disais, par exemple, tu parlais des stratégies. Et là aussi, on peut retrouver ces formes de stratégies, à savoir que quelqu'un, sa façon d'aimer, ça va être parfois de offrir un petit cadeau, de temps en temps avoir une petite attention. Un autre, ça va être quelqu'un qui est très tactile et qui a besoin d'être touché. Un autre, ça va être de lui dire je t'aime. Et en fait, dans cette logique des langages de l'amour, on va partir du principe qu'en fait, on peut donner à l'autre, on va donner à l'autre la façon dont nous, on aime être aimé. Et on ne prend pas toujours en considération de quelle façon l'autre, lui, se sent aimé. Et pouvoir aller vers cette communication-là aussi, c'est très riche. Et en fait, on défocalise de soi pour pouvoir donner à l'autre ce qu'il attend et de la même manière recevoir finalement ce dont on a besoin dans la relation, en tout cas enrichir la relation et être plus à l'écoute, être dans la découverte de l'autre plutôt que juste la consommation ou plein de trucs qu'on pourrait rencontrer dans la relation. Je pense que c'est assez complémentaire cette question-là avec ce que tu viens de partager. Ouais. Yes. Et pour la question de vocabulaire, il existe des feuilles qui répertorient plein de vocabulaire avec plein de nuances d'émotions. Prenez le temps d'aller regarder, c'est hyper riche. C'est hyper riche parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la joie, la tristesse et la colère. Il y a une palette énorme. Et c'est vrai que moi, pendant la formation, on m'avait donné une feuille avec une grande liste de tous ces mots. Et du coup, en groupe de CNV, ça m'arrive de la ressortir, de la prendre et de regarder pour chercher quel mot colle le mieux à ce que je ressens. Et ça peut être aussi un outil quand si vous ne vous sentez pas bien ou quoi, ou même bien d'ailleurs, ça marche dans les deux cas, de prendre la feuille et de regarder et de trouver le mot qui s'en rapproche le plus et de nuancer comme ça permet de gagner en subtilité et en finesse d'écoute de soi.
Et c'est hyper intéressant d'explorer ça, ouais. Ouais, c'est hyper important parce que je vois qu'en cabinet ou même dans mes relations personnelles, je sais pas comment dire, les gens que je connais, j'ai beaucoup, en tout cas, surtout en cabinet, des gens où j'observe qu'au début, quand ils commencent un suivi, etc., ils ont peut-être fait un début de chemin de développement personnel, mais on leur a pas appris, en fait, à exprimer de façon plus enrichie ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et donc, je retrouve souvent des personnes qui sont un peu paniquées. Et je pense que c'est important de rappeler que ça se muscle, en fait, cette capacité à poser des mots sur ce qu'on ressent. Et que c'est important de ne pas se juger ou se flageller parce qu'on n'arrive pas à définir autre chose au début que je suis triste, je suis en colère, etc. Et même ça, des fois, c'est compliqué parce que venir à l'intérieur, c'est pas toujours facile. Ressentir le corps, c'est pas toujours facile non plus. Enfin, moi, j'observe pas mal ça dans les personnes que je peux accompagner. C'est varié, mais en tout cas, j'ai déjà pas mal observé ça. Et faut bien partir de quelque part. Et ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça va le rester. Et la CNV est, je pense, un bon outil, justement, avec ce lexique dont tu parles, pour justement pratiquer. Hein. C'est les Anglais qui disent practice makes perfect. L'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est plus simple pour acquérir des compétences, c'est plus simple de pratiquer parce que c'est pareil, on peut lire des livres sur la CNV, etc. Au bout d'un moment, si on ne pratique pas, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, ouais. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi, que voilà, on n'est pas tous égaux face à notre capacité à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous arriver au même endroit, quoi. Avec un peu de pratique. Et oui. Voilà. Et puis, pensez pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'avais envie de partager ça aussi, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup expérimenté, c'est voir aussi toute la richesse qu'il y a dans le chemin du parcours quand on pratique et sortir de la logique de résultat. Parce que c'est certainement un apprentissage qui est long, qui est long, pas obligatoirement, mais en tout cas qui peut prendre un certain temps. Et donc, c'est peut-être bien d'y trouver du plaisir aussi dès le début en se disant un pas après l'autre. Et prendre le temps aussi, même si on a toujours des conflits, etc., de se dire qu'est-ce que j'apprends plutôt que de se dire ah bah merde, j'ai lu le livre, j'ai pratiqué, mais voilà, c'est pas arrivé là où je voulais, il y a toujours du conflit. Voilà, c'est important de à nouveau pas se mettre la pression et plutôt de regarder, je pense, qu'est-ce que ce conflit, même si j'ai pensé, cru, appliquer des choses qui sont propres à la CNV, qu'est-ce que ça m'apprend ou comment je peux améliorer les choses plutôt que se flageller en se disant ah, j'ai échoué, ça marche pas. Voilà. Ouais, non, carrément, c'est toujours source d'apprentissage et ouais. Et c'est la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de j'y arrive pas, c'est juste j'apprends pas à pas et c'est cool. Je préfère le préciser parce que s'il y a des gens comme moi, moi je sais que pendant longtemps, quand j'essayais quelque chose, j'étais là, ah voilà, je n'y arrive pas. Quand on est un peu impatient, un peu. C'est toujours bien de le rappeler, ouais. C'est sûr. Ouais. Voilà, c'est important de ne pas se décourager. Est-ce que tu veux je pense qu'on a fait le tour du sujet, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que, du coup, tu vas proposer toi prochainement donc, en tant qu'accompagnante? Oui. Alors, en format de groupe, donc là, le plus proche, c'est lundi 12 décembre, si je ne me trompe pas. Je vais proposer un petit webinaire gratuit pour vous faire découvrir le langage de l'âme. C'est quelque chose que je pratique régulièrement pendant mes soins en individuel, mais que je fais aussi en groupe, on va dire. Donc, si vous ne connaissez pas le langage de l'âme, je vais vous en parler le lundi 12 décembre. Donc, c'est une autre forme de communication. Peut-être que tu vois, c'est intéressant de faire le lien. Est-ce que tu peux peut-être permettre aux personnes qui ne connaissent pas ton approche
de découvrir un petit peu ce que ça permet. Qu'est-ce que, selon toi, ça peut permettre? Enfin, quel est un éventail? Je suppose qu'on ne peut pas tout lister, hein, mais on va dire à l'essentiel, qu'est-ce que, selon toi, ça permet aux personnes qui pourraient participer à ce webinaire? Le langage de l'âme, savoir ce que ça Ouais. apporte? Oui. En fait, je vais l'expliquer justement pendant le webinaire. D'accord. Donc, je ne voudrais pas spoiler. Je voudrais pas spoiler. Ok. Bon, si vous voulez en savoir plus et que c'est très mystérieux, Ouais. voilà. On va vous mettre les liens sous la vidéo si vous voulez découvrir l'approche de Rachel. Et il me semble que tu proposes aussi un stage en janvier, non? Ouais, c'est ça. Le dernier week-end de janvier, je crois que c'est 28-29. Avec Cécile Beauquin, on co-anime toutes les deux un stage donc de 2 jours qui s'appelle Mise en lumière du transgénérationnel. Et on va discuter avec vos ancêtres. On va faire de l'écoute empathique. Enfin, en quelque sorte, ouais, c'est une forme. Oui, c'est pas volontaire de ma part, mais en fait, c'est une forme de CNV avec vos ancêtres. Et donc, l'intérêt, en fait, ce que ça apporte, parce que forcément, j'ai testé la méthode et puis on vient d'en faire un le week-end dernier. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. Ça, en fait, le fait d'écouter des témoignages. Alors, je vais reprendre à l'endroit parce que là, je sens que je. En fait, donc avec Cécile, on se branche sur les ancêtres de chacun et on écoute leurs témoignages. Et en fait, c'est hyper riche, je trouve, d'entendre les différents vécus. Et d'une part, ça libère, ça vous aide à vous libérer de schémas un peu, de croyances. Ça aide à prendre du recul sur sa propre vie. Parce que forcément, il n'y a pas de hasard et il y a toujours des parallèles qui peuvent être faits avec la vie de chacun. Et donc, je trouve ça hyper riche. Et puis, deuxième intérêt, on a eu le cas là ce week-end où des sortes de révélations de capacité, de force qu'il y a en vous en fait. À la fois, on libère des choses pesantes et à la fois, on reconnecte à des forces, des capacités qui sont potentiellement en dormance. Voilà. Donc, oui, parce qu'il y a cette forme de transmission au niveau, on va dire, ancestral. On pourrait, suivant la façon dont on va regarder le rapport à nos ancêtres, on peut être en conflit quelque part avec et donc considérer que c'est lourd, ou bien pacifier la relation et donc obtenir des genres de bonus. Exactement. C'est très bien formulé. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est comme le blanc et le noir. Sur chaque sujet, on a toujours est-ce que je suis en conflit avec je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Est-ce que dans mon rapport, si je suis en conflit, en fait, je vais tenter de bloquer quelque part autant l'héritage négatif que l'héritage positif, alors que quand j'harmonise, je transforme ce qui pourrait être négatif et je récupère que le positif. Donc, exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça permet vraiment de s'alléger et en plus, ouais, de connecter à des nouvelles forces, à des nouvelles ressources, quoi. Ouais. Oui, puis aussi peut-être de percevoir, parce que finalement, nos ancêtres, ils sont aussi présents dans nos cellules. Hein, moi, j'ai l'impression de le percevoir comme ça, une mémoire cellulaire, quoi. L'ADN, il est transmis. L'ADN, voilà. Ouais. Et l'ADN, il y a plein de choses à l'intérieur. Ça me fatigue. Je ne vais même pas essayer d'explorer le sujet parce que c'est trop vaste. Mais ouais, très intéressant, quoi. Parce que du coup, tu vas jouer sur le plan physique, physiologique, ta constitution, même, je dirais, corporelle, en fait, physiologique, donc la santé, émotionnelle. C'est une approche finalement assez holistique, même si vous êtes ciblé sur les ancêtres.
ça prend en compte tous les plans, quoi, hein, de soi. Ok. Cool pour découvrir un petit peu plus ça en profondeur sur les personnes qui seraient intéressées, qui se sentent en conflit avec leurs ancêtres ou qui veulent récupérer des bonus. C'est bientôt Noël en plus, donc c'est le moment pour les cadeaux. Dans la Nièvre, hein, là c'est un stage en présentiel, donc D'accord. La Nièvre près de Nevers. Ok. Et donc, si on veut réserver un stage avec toi, donc on peut te contacter via les liens qu'on mettra sous la vidéo. Et sinon, tu as une page, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Tu as une page Facebook? Alors, j'ai une page Facebook, j'ai un site internet qui va bientôt naître d'ici 1 ou 2 semaines. On mettra le lien sous la vidéo aussi. Voilà. Et puis, j'ai un groupe Telegram, donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une invitation. Comme ça, si vous n'êtes pas trop branché Facebook, ça fait une alternative. Où tu partages des choses dessus je connais pas. Ouais, je partage mon actualité. C'est ça. Et ben, on mettra tous ces liens sous la vidéo. Merci beaucoup, Rachel. C'était hyper intéressant et toujours agréable de discuter avec toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Et puis, écoute, je te dis à bientôt. Et puis, donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci pour votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à la fois par la CNV, ce que ça peut apporter, mais aussi l'approche de Rachel. Si vous voulez continuer d'avoir accès à ces vidéos et soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via les liens sous la vidéo. Et donc, retrouver Rachel au même endroit. Je vous dis à bientôt tout le monde, une très bonne journée et puis Rachel, à très bientôt aussi et je te remercie. À bientôt. Bye.